Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Joël Milquet. Bonjour. Ministre de l'Éducation, on disait autrefois l'enseignement, on dit l'éducation maintenant, en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est-à-dire la communauté française, rentrée du fondamental hier, rentrée du secondaire aujourd'hui ou dans les prochains jours, ça dépend des écoles ou des examens en cours. Globalement, tout s'est bien passé, la ministre est soulagée. Je pense que... On a un petit stress lors de la rentrée lorsqu'on est ministre ? Je pense qu'on veille à ce que tout se passe bien. Et j'ai vraiment beaucoup préparé la rentrée avant de partir en vacances, en rentrant plutôt de vacances. Et comme l'a d'ailleurs dit la chef de l'opposition hier chez vous, c'est une rentrée calme et sereine. Ça veut dire qu'au moins, mission accomplie, mais surtout, au-delà du calme et de la sérénité, on apporte énormément de nouveautés, mais qui sont bien perçues sur le terrain parce qu'elles répondent à des attentes, notamment... Globalement, il n'y a pas eu de couac, ça s'est bien passé. Non. Et puis plus fondamentalement, on vient vraiment avec des idées neuves d'accueil des jeunes enseignants qu'on ne faisait pas. On a essayé de préparer au maximum avec un nouveau site du soutien de la formation aux directions, l'entrée en vigueur justement de la dispense. Ouais. On vient avec... On va y revenir. Je voudrais commencer ambitieux. quand même par un sujet qui fâche, si vous voulez bien. Vous avez fait référence à Françoise Berthiaud, qui était notre invitée hier midi. Elle dit qu'il y a aujourd'hui 182 élèves sans école. C'est l'information qu'elle a donnée hier midi sur ce plateau. D'abord, est-ce que le chiffre est correct ? Mais d'abord, il y a quand même quelque chose que je voudrais dire, parce qu'il n'y a aucun enfant sans école. Vous savez qu'à Bruxelles, là, aujourd'hui, il y a plus de 1000 places disponibles en première secondaire. Donc, aucun enfant n'est sans école. Il y a actuellement encore 133 enfants qui n'ont pas l'école de leur choix référencié, premier ou deuxième choix. Mais ils peuvent très bien avoir toutes les écoles qu'ils veulent. Donc c'est 130 et pas 180. Il y a une école sur deux à Bruxelles, dans le secondaire, où il y a des places, et qui sont des bonnes écoles, où il y a des places en première secondaire. Et la liste est sur le site. Il suffit d'aller s'inscrire. Donc il n'y a pas d'enfants sans école. Et il n'y en a pour le moment que 133. Et on est en train de trouver des solutions qui n'ont juste pas l'école de leur choix parce qu'il y avait plus de demandes que d'offres. Et ces enfants-là, on va créer des classes, on va ouvrir des classes supplémentaires. Il y a le pouvoir d'injonction de la Syrie qui paraît de le faire déjà, oui. Pour eux, ou on va leur demander d'aller dans des écoles, même si c'est des écoles parfois un petit peu éloignées de chez eux. Alors, tout simplement, c'est vrai que certaines écoles peuvent ouvrir des classes complémentaires. Certaines l'ont fait. Par exemple, à Jean Absil, ils ont ouvert 2 classes complémentaires. On peut aussi mettre des enfants jusqu'à 26 par classe, donc ça, ils peuvent le faire. On a vu dans notre journal tout à l'heure un reportage de quelqu'un qui est à Jette et qui doit aller jusqu'à Oderghem. C'est des situations courantes. Je sais bien, ce n'est pas l'idéal, mais voilà, ce n'est pas un problème de capacité d'offre en général, c'est qu'il y a un grand nombre d'élèves qui veulent aller de manière importante dans les mêmes établissements. Alors que vous avez des établissements à 3 rues qui ont un enseignement tout autant de qualité et qui ont des places. Et moi, je n'arrête pas de dire ça à des parents d'élèves. L'an dernier, par exemple, autour de Montgomery, il y avait une demande pour certaines écoles où on attendait. Il y en a une autre qui a un projet magnifique où j'ai, moi, conseillé à des enfants de s'inscrire parce que, justement, il y avait des places. Mais un an après, ils sont ravis. Ils sont ravis. Il y a aussi parfois des a priori. Et donc, il y a 1000 places vacantes en première secondaire à Bruxelles. Sachons-le, et il n'y a pas d'enfants sans classe, sans école. Alors, les enseignants, est-ce qu'ils ont un devoir de réserve une fois qu'ils ont quitté l'école ou pas ? Non, mais en fait, ce à quoi on a été confrontés, c'est qu'il est vrai que dans les statuts disciplinaires actuels, nous n'avons pas, alors ça peut être utilisé par la jurisprudence, mais nous n'avons pas une définition très claire qui permet, comme on a été confronté à certains cas, qui permet à un moment de dire à un professeur qui s'affiche clairement sur Internet comme étant, par exemple, quelqu'un qui promeut des idées d'extrême droite, que ça ne va pas, même si on ne dit rien dans son cours, parce que les élèves vont sur Internet, parce que de toute façon, c'est contraire aux valeurs démocratiques. Donc vous proposez un avant-projet de décret. On a remarqué avec plusieurs juristes qu'il y avait un trou, donc nous le remplissons. Ça n'a rien à voir avec le contrôle de la pensée, quoi que ce soit. Ce que dit l'avant-projet de décret, c'est qu'on doit s'abstenir de propos qui pourraient porter atteinte à l'image de la communauté française ou des écoles de l'enseignement de la communauté française. C'est un peu large comme définition. Non, c'est une définition juridique où il est bien précisé qu'il s'agit de propos contraires aux principes démocratiques, etc. Donc on est clairement dans de l'extrémisme condamnable, bien évidemment. Donc il ne faut pas préciser un petit peu la formule ? De toute façon, elle est beaucoup plus précise encore. Mais donc les juristes travaillent dessus ? Mais non, mais ce sera dans les discussions décrétales au Parlement. Ouais. Mais je pense qu'il y a un manque. Et après, on nous reproche de garder des enseignants qui s'affichent notamment avec des propos ou en propagande. Alors justement, c'est très limité. Un des enseignants dont on a beaucoup parlé la saison dernière
c'est Yacob Mahi, donc c'est un professeur de religion islamique qui avait notamment indiqué qu'un révisionniste français faisait partie de ses maîtres à penser. Il enseigne toujours, il va enseigner à la rentrée ou pas? Mais non, mais ça, les procédures disciplinaires ont déjà été entamées, elles ont abouti, donc ça n'a rien à voir avec ce cas-là. Il avait intenté de recours, il a gagné en recours. Non, du tout. Donc les procédures ont été terminées. Donc il n'est plus membre du corps professoral. Donc les choses ont été clarifiées déjà avec des procédures qui se sont terminées, donc ça n'a rien à voir avec ce cas-là. Alors, gros dossier de la rentrée, c'est l'accueil des enfants de demandeurs d'asile, où vous savez qu'on doit accueillir un grand nombre de réfugiés, hein, on en parle beaucoup. Est-ce que vous avez déjà une idée du nombre d'enfants qu'il va falloir accueillir dans les écoles ou pas? Alors, nous sommes constamment en contact avec FEDASIL. Nous avons une capacité, en tout cas, Wallonie-Bruxelles, de 64, ce qu'on appelle DASPA, c'est des écoles qui ont des possibilités d'accompagnement complémentaire pour donner des cours de français et remettre à niveau les enfants avant de les mettre dans les classes. Et donc, on a déjà augmenté les effectifs. On fait un appel à projet auprès des écoles pour pouvoir répondre à leurs demandes. Et moi, j'ai vraiment dit que nous serons présents et nous serons au rendez-vous pour augmenter les capacités selon le nombre d'enfants de réfugiés qui seront à Bruxelles ou en Wallonie. Donc 64 je ne serai pas défaillante sur ce point. 64 structures de ce genre, donc qui sont un peu les sas d'accueil avant de basculer en classe. C'est-à-dire quoi? On apprend à maîtriser le minimum de français avant d'être d'abord l'apprentissage de la langue, et puis il y a beaucoup d'enfants syriens mais qui ont fait un retard parce que ça fait 2-3 ans qu'ils sont complètement déscolarisés. Les remettre aussi à niveau, maths, dans les disciplines, pour alors les aiguiller vers quand même un niveau primaire qui est plus ou moins correspondant à leur âge. La plupart des réfugiés arrivent sans enfants, mais s'il y avait réellement un afflux, ça veut dire qu'il faudra des budgets supplémentaires pour renforcer ces structures? Moi, en tout cas, j'assume et j'ai dit que je prendrai les responsabilités. Et quoi qu'il arrive, on offrira l'accueil et la scolarisation pour les enfants de réfugiés. Mais c'est vrai que pour le moment, nous avons beaucoup d'hommes seuls. Donc il y a des enfants, des familles, mais ce n'est pas la première caractéristique des personnes qui fuient la Syrie ou la Libye. Théo Franken, secrétaire d'État à l'asile, qui a annoncé ce matin, c'était à la VRT, qu'il ne voulait pas traiter plus de 250 dossiers à l'Office des étrangers par jour, qui ne montrait pas le chiffre. C'est un moyen de fermer le robinet et de restreindre la capacité d'accueil, de ralentir en tout cas, on ne peut le flux. Voilà, il faut à un moment être logique. On a des obligations internationales. Quand il s'agit de vrais réfugiés politiques, et ici on est dans des cas très clairs de personnes qui fuient l'horreur de la Syrie, l'horreur de la Libye, l'État islamiste, etc., que l'on combat. Donc on a des obligations. Et je pense qu'il est largement indécent de laisser des familles et des personnes dormir dans les rues à partir du moment où on a un devoir d'accueil. Évidemment qu'on doit suivre le droit de voir s'il s'agit de réfugiés, etc. Mais quand c'est le cas, on a un devoir d'accueillir. Il y a des pays européens qui prennent beaucoup plus de responsabilités que d'autres et que nous-mêmes. Et donc, il faut un plan de répartition clair, net et précis, et courageux, et un peu généreux au niveau européen, par rapport aux réfugiés politiques, et que ce ne soient pas toujours les mêmes qui assument et d'autres qui se protègent. Et ici, si on a des gens qui dorment dans la rue, on doit absolument accélérer. Ça veut dire que les tentes mises à disposition par la ville de Bruxelles, ça ne suffit pas? Je veux dire, c'est pas une solution non plus, c'est pas une solution. Alors, donc il faut pouvoir mettre le personnel et assumer les demandes et puis assumer l'accueil lorsqu'il s'agit de réfugiés politiques, bien évidemment. Alors, grande nouveauté de la rentrée, les demi-jours d'absence. On passe de 20 demi-journées à 9 demi-journées autorisées pour absence non justifiée. Concrètement, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un élève arrive à ces 9 demi-journées d'absence? Alors, il y a tout un processus d'information et de prise en charge qui se met en place. C'est-à-dire quoi? On prévient les parents? Bien évidemment. Bon, en général, ils sont prévenus déjà avant, mais évidemment, les parents, voir avec les services spécialisés liés évidemment au signalement donné à l'administration, mais aussi à partir de l'établissement et les services d'aide à la jeunesse ou autres, ou les médiateurs, ou parfois même, s'il s'agit d'un problème plus important, les équipes mobiles, de voir ce qui se passe et d'assurer une prise en charge du jeune pour prévenir, pour le ramener, pour éviter qu'il ne s'enlise et qu'il aille au-delà des 21 jours. Ça veut dire qu'au-delà de 21 jours, on était laxiste un petit peu avant? C'est clair qu'à partir du moment où en primaire on dit 9 demi-jours, on arrive dans le secondaire, c'est 21 demi-jours, pourquoi tout d'un coup dans le secondaire on aurait droit à un quota complémentaire pour brosser, ce qui était ressenti comme ça? Donc il y a un signal à donner. Mais le plus important, c'est que nous lançons des appels à projets à Bruxelles, qui est considérée comme une zone où il y a beaucoup de taux d'échec et de décrochage, un appel à projets de plusieurs millions d'euros
avec les fonds européens pour que les écoles travaillent ensemble et travaillent avec les CPMS et les services d'aide à la jeunesse pour déployer des prises en charge préventives beaucoup plus fortes des jeunes avec du personnel complémentaire et aussi du réaccrochage des jeunes qui sont exclus. Ça, c'est une mesure nouvelle aussi que nous prenons à la rentrée. Alors, juste une question en passant, parce qu'on a parlé de revaloriser la fonction enseignante, de travailler au fait que les enseignants ne quittent pas la carrière trop tôt, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de départs au bout de 3, 4, 5 ans d'enseignement. Est-ce qu'il n'est pas temps de revaloriser la carrière des enseignants? Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Alors, je pense que d'abord, il faut la revaloriser socialement. C'est une fonction clé et magnifique. Et budgétairement, est-ce qu'on peut augmenter leur salaire ou est-ce que la fédération n'a pas les moyens? Je pense qu'en moyenne, par rapport aux autres pays européens, non seulement notre financement de l'enseignement est plus important qu'ailleurs, mais le salaire des enseignants est vraiment très correct par rapport aux pays voisins. Alors, donc on ne va pas l'augmenter. On peut toujours faire mieux, bien évidemment. Je mentirais si je disais que j'avais les moyens maintenant de le faire. Mais on ne peut pas dire que comparativement, il soit mal payé, même si j'aimerais bien le faire plus. Alors, mais si on a des moyens, on le fera surtout pour faire réussir les élèves. Alors, il nous reste 2 minutes. Je voudrais m'adresser à la conseillère communale de la ville de Bruxelles que vous êtes. Vous continuez à suivre les dossiers communaux ou vous n'avez plus le temps? Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis activement le dossier du piétonnier. Oui, on va y arriver. On parle beaucoup de cumul aujourd'hui. Est-ce qu'une ministre, comme vous l'êtes, aurait pu être aussi bourgmestre et continuer à suivre le majorat? Une bourgmestre ou un bourgmestre ne peut pas être ministre, bien évidemment. On sait qu'il y en a quelques-uns qui trichent. Ceux qui trichent à Jurbise, à Namur, à Charleroi, c'est des surhommes ou des superwomen? Bon, non, qu'on suive sa vie communale, ça, on a une capacité de le faire. De gérer complètement une ville, non. À la ville de Bruxelles, le bourgmestre n'est pas ministre, donc ça ne pose pas de problème de cumul. Il y a des villes en Wallonie où c'est le cas. Mais légalement, ils ne sont pas bourgmestres, ils sont bourgmestres empêchés. Vous ne ferez pas dire qu'ils trichent. Il y a quelqu'un qui les remplace. Alors, le piétonnier, c'est un bon premier bilan ou un mauvais premier bilan, vous qui êtes dans l'opposition? Écoutez, le groupe CDH de la ville, les deux d'ailleurs, le groupe CDH de la région bruxelloise avec Benoît Serex et le groupe CDH de la ville de Bruxelles, notamment avec mon équipe et Hamza Fassifiri, ont lancé toute une enquête auprès des commerçants. Ils ont sondé les commerçants. Qu'ils vont présenter aujourd'hui à 70% des commerçants et dont il apparaît disent-ils. Que pour les commerçants, au-delà des embouteillages, de la clochardisation, de la non-propreté, etc., qu'il y a vraiment une analyse très négative à 70%, et avec parfois 30% de commerçants, et 39 rien que dans le boulevard Adolphe Max qui disent qu'ils sont prêts à fermer leur commerce si ça continue. Donc moi, à terme, et j'ai toujours été pour un piétonnier, mais un piétonnier bien pensé, pas décrété en dernière minute, au mépris, un moment de la préparation de tout le monde, sans aménagement urbain, on voit la saleté, etc., ou du mobilier urbain, et sans alternative et préparation des commerçants et aussi des habitants. Et donc, c'est une bonne idée, mais qui a été complètement mal anticipé, avec une décision beaucoup trop rapide, et on pourrait mieux faire. Donc moi, nous demandons une évaluation beaucoup plus rapide pour remettre le chantier autrement, le plus rapidement possible, parce que la direction n'est pas très bonne, même si le concept est bon. On va en reparler probablement au Conseil communal également sur Télé Bruxelles. Merci Joël Milquet d'avoir été notre invité. Demain, c'est Rudy Vervoort, le ministre président de la région bruxelloise, qui sera avec nous à demain.